Je vous avoue que c'était un sujet quand même assez vaste, assez fourre-tout. Je savais pas vraiment dans quel sens le prendre. Et puis, au gré de mes pérégrinations sur Internet, je suis tombé sur cette photo-là. Si j'arrive à le passer. Voilà, de ce gardien qui s'est luxé la rotule, c'était il y a à peu près 1 mois et demi. Et je me suis dit, écoutez, je vais essayer de faire un point sur cette pathologie. Donc la luxation, l'instabilité fémoro-patellaire, c'est un sujet assez vaste avec différents cadres nosologiques. Donc il faut déjà commencer par savoir de quoi on parle. Moi là sur ce topo, je vais surtout vous parler de l'instabilité patellaire objective, c'est-à-dire de gens qui se sont luxés la rotule, mais on a aussi des cas où l'instabilité est purement subjective. Potentielle, c'est des gens qui ont des facteurs de risque de luxation mais qui n'ont pas eu de luxation, et puis les rotules douloureuses qui vont être traitées un peu plus tard pendant cette journée. Donc la physiopathologie de l'instabilité fémoro-patellaire, elle est quand même bien connue, avec des facteurs de risque bien individualisés. Les plus fréquents, c'est une dysplasie trochlée, une rotule haute qu'on évalue par des clichés de radio de profil avec le calcul de l'indice de Caton, une dysplasie du vaste interne ou une désaxation de l'appareil extenseur. Il y a également des facteurs qui sont un peu moins importants mais qui sont aussi souvent retrouvés, avec un récurvatum, un génuvalgum, une hyperlaxité constitutionnelle et une antéversion du col fémoral. Donc l'examen clinique débute bien évidemment par un interrogatoire. Donc il faut essayer d'individualiser le nombre d'épisodes et surtout leurs circonstances de survenue. Il faut essayer de rechercher un syndrome fémoro-patellaire associé et également des facteurs de risque de récidive, dont les plus connus sont des antécédents familiaux, un âge jeune. La survenue d'épisodes avec des traumatismes mineurs, c'est quand même pas de très bon pronostic par rapport au risque de récidive, et une hyperlaxité constitutionnelle. L'examen physique, les signes les plus, qu'il faut absolument rechercher, c'est le signe de Smiley qu'on voit sur la photo, qui en fait correspond à une appréhension lorsqu'on essaye de faire fléchir le genou en essayant d'attirer la rotule vers l'extérieur. Le signe de l'engagement, en fait, c'est un reflet de l'axe de l'appareil extenseur. On recherche principalement une baïonnette dans la course rotulienne. On va essayer de mesurer également donc, le récurvatum et l'antéversion du col fémoral. Donc, pour faire le bilan de cette imagerie, de cette pathologie, en fait, le but de tous les examens complémentaires, ça va être d'essayer d'individualiser tous les facteurs de risque de luxation présents chez le patient, ce qui va influer sur la prise en charge potentiellement chirurgicale. Donc le bilan radiologique standard va commencer par des radios de profil à 20 degrés de flexion pour essayer d'évaluer de façon précise la hauteur rotulienne, des clichés fémoro-patellaires à 30 et 60 degrés de flexion, et également un cliché en extension complète du quadriceps en contraction maximale afin d'évaluer la bascule rotulienne. Le scanner peut avoir une utilité pour calculer ce qu'on appelle la TAGT, c'est-à-dire l'axe de l'appareil extenseur. Pour être honnête, c'est pas forcément un examen qui est obligatoire, puisque en fait, ces informations-là, on l'a également à l'examen clinique. L'IRM a également un intérêt, puisqu'on peut calculer cette TAGT sur l'IRM. On peut retrouver des signes indirects de luxation récente, comme sur cet exemple, avec un œdème osseux sur le condyle externe, et on visualise bien la rupture, l'interruption du rétinaculum médial. En aigu, ça a également comme utilité quand même importante de rechercher des corps étrangers intra-articulaires qui peuvent conduire à une intervention plus rapide. Donc là, c'est rapidement un petit exemple de sémiologie radiologique avec les différentes informations qu'on peut retrouver sur une radio standard, avec le signe du croisement, le double contour qui va être le témoin d'une trochlée convexe, et l'éperon supratrochléen. Alors, la question qui va se poser devant cette pathologie, c'est celle du traitement potentiellement chirurgical. Donc déjà, la première question à se poser, c'est qui faut-il opérer? En fait, c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question. Les gens qui ont des instabilités de rotule, finalement, ils attendent souvent très longtemps avant de choisir la chirurgie.
alors que par exemple quelqu'un qui se rend à croiser, qui est jeune sportif, lui il va venir consulter tout de suite, il est souvent très demandeur d'un geste chirurgical. En fait, le rôle du médecin ou du chirurgien, c'est quand même d'essayer d'évaluer le risque de récidive de luxation de rotule en individualisant les facteurs de prédisposition anatomique. Il faut savoir que devant un premier épisode de luxation de rotule chez l'adulte, le taux de récidive, il est d'environ 20% en moyenne dans les différentes séries. Donc après, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais on peut se dire que dans la mesure où le taux de récidive est finalement pas si important que ça après le premier épisode, c'est pas forcément logique de proposer l'intervention en première intention. En revanche, dès qu'on a une récidive, là, le taux de récidive ultérieure grimpe à quasiment 50%. Donc là, va commencer à se poser la question de la chirurgie. Donc finalement, le traitement chirurgical dans cette pathologie, c'est un traitement qui est à la carte en fonction des différents facteurs de risque qui ont été individualisés. Il y a deux catégories de gestes, donc des gestes qui vont s'intéresser à l'os. Le plus fréquemment utilisé, le plus connu, c'est le transfert de la tuberosité tibiale antérieure, qui va avoir pour utilité et pour but d'abaisser la rotule lorsqu'on a une patella alta et de réduire la désaxation de l'appareil extenseur lorsqu'on a une augmentation de la TAGT ou un signe de l'engagement à l'examen clinique. Cela dit, il faut bien se méfier du calcul de la TAGT parce que c'est vrai qu'il faut avoir des correspondants radiologues qui font des mesures correctes parce que c'est vrai qu'il y a une variabilité inter-opérateur assez importante sur la mesure de cette désaxation de l'appareil extenseur. Les gestes sur les parties molles sont également très intéressants, avec en particulier une reconstruction du MPFL, qui est une chirurgie qui est très souvent utilisée dans les pays anglo-saxons et qui revient à la mode également en France. On y associe souvent une plastie d'insole qui correspond à une retente du vaste interne pour essayer d'augmenter le bras de levier du quadriceps. Et au besoin, une section de l'aileron externe qui, à mon sens, ça engage que moi, est peut-être un peu moins utile. Alors, le dernier versant, le dernier geste qui peut éventuellement être proposé, c'est celui de la trochléoplastie. Alors, c'est un geste qui est quand même un peu plus lourd, même si ceux qui le pratiquent de façon courante nous disent que finalement les suites chirurgicales sont pas si terribles que ça. La plupart du temps, dans les services où on traite pas mal ce genre de pathologie, le geste de trochléoplastie s'adresse souvent à des dysplasies majeures, donc grade D de 2 jours, ou alors à des récidives. Donc il y a deux types de trochléoplastie. Celle d'enfoncement, vous voyez à gauche de la diapo, qui est la technique préférentielle, par exemple chez Beaufils, et la technique de creusement, plutôt de l'école lyonnaise, qui donne à peu près les mêmes résultats. Le cas particulier, c'est aussi celui de l'enfant. Pourquoi c'est un cas qui est particulier ? La première raison, c'est qu'il y a un taux de récidive qui est extrêmement important et qui va peut-être amener à être un peu plus agressif. Et surtout parce qu'on s'adresse à des patients dont le squelette est immature, avec certains gestes, en particulier osseux, qui vont être un peu plus périlleux par rapport au risque de retentissement sur la croissance. Donc la conduite à tenir devant une première luxation, l'examen il va souvent être sommaire. Vous avez un patient qui a souvent une hémarthrose assez volumineuse avec des douleurs qui le sont également. Finalement, il va falloir essayer avec l'examen clinique surtout d'éliminer le diagnostic différentiel, en particulier de lésion du ligament croisé antérieur. L'imagerie en urgence, ça va être un bilan minimum, une radio de face et de profil à la recherche d'une fracture associée. Et je pense que l'IRM est vraiment utile pour essayer d'éliminer une fracture ostéochondrale associée qui pourrait motiver une arthroscopie pour gérer ce problème cartilagineux. Le traitement en première intention est le plus souvent conservateur, avec une immobilisation initiale permettant de la cicatriation du plan interne et puis le traitement de la douleur, parce qu'essayer d'aller rééduquer quelqu'un tout de suite après une luxation de rotule, c'est un peu illusoire, avec un travail concentrique du quadriceps qui va être commencé tôt afin d'améliorer les suites.
Finalement, le traitement chirurgical devant un premier épisode de luxation, à mon sens, c'est surtout pour le traitement d'un corps étranger libre intra-articulaire. Souvent, on procède plutôt à une ablation simple lorsque le corps étranger d'origine chondrale concerne la rotule. Les refixations fonctionnent, enfin, ça donne vraiment des résultats aléatoires et souvent ça ne marche pas en fait. La question d'une refixation se pose beaucoup plus sur des lésions chondrales sur le condyle externe associé. La stabilisation en urgence, très honnêtement, c'est rarement proposé. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous prenez le risque de toutes ces chirurgies sur un genou inflammatoire chaud, en particulier le risque d'algo et de raideur secondaire. Donc, lorsque vous avez un corps étranger libre intra-articulaire associé, pourquoi pas le retirer, puis de préparer le patient à une éventuelle chirurgie de stabilisation ultérieure si son état clinique le nécessite. Donc finalement, quelles sont les indications de ce traitement chirurgical ? C'est tout d'abord l'échec du traitement conservateur avec au moins une récidive de luxation, une luxation associée au détachement, une fracture ostéochondrale associée, ou alors la question se pose devant un patient qui a une luxation et des facteurs de risque de récidive très importants, ce d'autant plus qu'il est jeune. Les patients que vous allez opérer, il faut bien que vous leur expliquiez que le but, c'est de stabiliser la rotule et pas forcément de traiter un syndrome rotulien associé qui, lui, va plutôt être traité de façon fonctionnelle par kinésithérapeute notamment. L'arbre décisionnel, finalement, il n'y en a pas vraiment parce que je crois que si on interroge 10 chirurgiens, ils vont peut-être avoir 10 attitudes différentes. Après, il y a des gestes qui vont être plutôt logiques en fonction des facteurs de risque d'instabilité individualisés. Le transfert de la tubérosité tibiale antérieure, il est quand même assez logique lorsque vous avez une patella alta, ce d'autant plus que dans ces cas-là, le réglage du MPFL va être difficile, sinon quasiment impossible. Ou lorsque vous avez une désaxation de l'appareil extenseur importante avec une baïonnette très franche ou une TAGT très fortement augmentée. La reconstruction du MPFL, elle est systématique pour certains, ce d'autant plus qu'on s'adresse à un patient hyperlaxe ou un patient jeune, et elle est tout à fait logique lorsqu'il y a une bascule rotulienne importante. Je vous remercie de votre attention.